Merci à la Cité des Sciences de rendre possible cette conférence qui se déroule, enfin cette table ronde plutôt, qui se déroule dans des circonstances effectivement assez particulières. Et on est tous là pour en témoigner avec notre masque. Donc j'espère que vous nous entendez bien et que ceux qui nous écoutent à distance nous entendent bien aussi. Alors je vais représenter un peu quand même les différents intervenants. Agnès de Boulet, donc, qui est en direct du Caire. Est-ce que vous nous entendez, Agnès? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez un peu de délai. Bien, je vais vous présenter, parce que là, on ne vous entend pas, nous, par contre. Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'Université Paris 8 et vous êtes actuellement donc au Caire. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous interroger sur cette ville. Je vais en profiter. Vous êtes membre fondatrice de l'association Appui, qui est l'association pour des projets urbains ici et à l'international. Et vous avez travaillé un rapport, le rapport GOLD, donc pour Global Observatory on Local Democracy, donc sur métropole, compétition urbaine et justice spatiale, pour la conférence Habitat 3. Et donc, vous allez pouvoir nous donner quelques éclairages sur la ville du Caire. Je vous redonne la parole dans un instant. Vous avez aussi dirigé une dizaine d'ouvrages scientifiques, dont je peux citer deux parmi ceux-là. Vous avez Les compétences des citadins dans le monde arabe, avec Isabelle Berry-Chikawi, paru chez Cartala en 2003, et puis Rénovations urbaines en Europe, aux presses universitaires de Rennes en 2014. Nous avons aussi Michel Lusseau, donc géographe, bonsoir, qui est professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon. Alors, vous avez publié parmi vos différents ouvrages deux livres qui ont marqué l'actualité géographique et pas seulement, L'avènement du monde en 2013 et puis Hyperlieu en 2017, au Seuil. Et vous avez aussi eu l'occasion d'intervenir au début de la pandémie sur les relations entre les métropoles, justement, ou la métropolisation, et la pandémie qui nous frappe actuellement. Donc ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir. Et puis enfin, nous avons donc Anne Durand, architecte urbaniste, qui en fait partie des jurys, enfin en tout cas des comités pour les ateliers de Cergy depuis 2011, et qui aussi fait partie du mouvement Colibri. Vous êtes aussi journaliste à Écologique depuis 2017, et vous enseignez à l'école d'architecture de Paris-La Villette et à l'école d'urbanisme de Paris. Vous avez publié un livre qui est issu de votre thèse, qui s'appelle « Sur la mutabilité urbaine », paru en 2017 chez Infolio. Et vous êtes aussi membre du laboratoire Architecture, Milieu et Paysage à ESAM Université. Voilà, donc nous allons pouvoir naviguer entre plusieurs disciplines, puisque ce sujet, l'urbanisation jusqu'où, c'est une question qui est faussement simple, parce que ça renvoie à des problèmes de définition, d'appréhension d'un phénomène qui est compris comme planétaire, mais qui va ensuite justement se manifester de manière extrêmement différenciée. Et pour commencer, j'aimerais bien interroger Agnès de Boulet sur le Caire, puisque c'est une ville qu'on peut, je pense, légitimement considérer comme métropole, mais j'aimerais qu'elle nous explique un petit peu comment elle se présente finalement, cette métropole, si vraiment on peut la considérer comme telle, et de quelle façon elle serait concernée par cette urbanisation planétaire. Merci, Brice. Écoutez, je crois que le Caire fait partie, à l'évidence, des zones métropolitaines. Déjà, par sa taille, si on en croit les taxonomies, enfin les classifications des grandes villes, on parle de métropole. Enfin, disons par exemple pour CGLU, qui est cette association des grandes villes, une des associations des grandes villes, puisqu'il y en a de nombreuses. C'est à partir d'1 million d'habitants qu'on pourrait parler de métropole. Donc on est face évidemment à une métropole. Et là, même dans le cas de Caire, à plutôt une mégapole. Alors la mégapole, ça commencerait, mais évidemment, tout ça est tout à fait arbitraire, à 10 millions d'habitants. Le Caire aujourd'hui, c'est 20 millions d'habitants, peut-être 21. On est dans une ville dont la croissance urbaine, enfin dont la population a doublé ces dernières 25 années. Et qui s'accroît, dans la population, s'accroît de 500 000 habitants par an. C'est-à-dire que c'est un peu comme si Paris se voyait adjoindre, par exemple, la région métropolitaine de Nantes et une partie, je sais pas, de Brest ou de Saint-Nazaire.
Voilà, donc indéniablement, on a affaire à une métropole, une mégapole, mais aussi à une région métropolitaine. Je pense qu'on y reviendra peut-être après, puisque la croissance urbaine, la tâche urbaine de cette ville ne cesse de s'étendre et sous des formes très, très, très variées, y compris par la croissance de petites villes et de moyennes villes dans tout le delta du Nil, qui est une région traditionnellement agricole. Et aussi par la croissance due à des urbanisations planifiées dans le désert. Enfin, la dernière dont on parle beaucoup étant celle de la nouvelle capitale qui est prévue, enfin qui est en construction à 45 km de la zone vraiment urbanisée. Et cette seule nouvelle capitale représentant, devant totaliser 40% de la surface actuelle du Grand Caire. Donc, mais après, tout dépend de ce qu'on entend par métropolisation. Et je pense que peut-être qu'il est intéressant de discuter du phénomène de métropolisation plutôt que de métropole. Parce que dans métropolisation, il y a vraiment l'idée d'un mouvement continu d'urbanisation, d'une dynamique qui ne s'arrête pas d'elle-même, mais qui a des... Voilà. Je ne vais peut-être pas être plus longue, mais... Juste une autre question. Oui, juste une autre question. Ouais. Par rapport au Covid et à l'épidémie, est-ce que quelles conséquences ça a en fait sur la vie au Caire? J'ai oublié de le dire, mais vous êtes la directrice du CEDEJ, Centre d'études et de documentation juridique, économique et sociale, qui est au Caire. Donc vous êtes, je pense, assez bien placée pour nous parler un petit peu quand même de la situation là-bas par rapport à ces processus qu'on vient d'évoquer. Écoutez, on sait assez peu de choses on sait assez peu de choses en Égypte en ce moment sur l'impact du Covid. Ce qui se passe, c'est que c'est un pays qui a choisi de ne pas avoir de confinement, plutôt un couvre-feu, donc à partir de 10 heures pour certains établissements, etc. Et puis ça a dépendu beaucoup des périodes. Et ce choix a été fait, je pense, là on s'éloigne un petit peu de notre sujet par rapport à l'importance aussi d'une population relativement précaire et de travailleurs du secteur informel, pour éviter, enfin, ce qui a évité d'une certaine façon aussi le scénario à l'indienne, dans lequel des centaines de millions de gens ont été jetés dans la grande pauvreté. Donc, voilà. Après, les chiffres montrent qu'il y a eu un pic épidémique beaucoup plus bien retardé par rapport à ce que nous, on a connu en Europe, enfin, en tout cas en France, et qu'avec une décélération ces derniers mois, et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, les données restant relativement confidentielles et de façon très récente localisées à l'échelle des gouvernorats, enfin à l'échelle locale. Donc, voilà. Mais ça a un effet sur les déplacements, puisque effectivement un certain nombre de gens se déplacent. Il y a eu un encouragement aussi de télétravail. Quand même, malgré tout, pas mal d'activités et de travailleurs qui ont perdu leur emploi et des mobilités relativement réduites aussi. Bon, c'est quelque chose dont l'impact n'est pas encore vraiment complètement étudié, quoi. Même si on essaye de s'y mettre. Merci. Alors Michel Husseau, vous avez eu l'occasion justement d'intervenir dans le monde par rapport à cette épidémie. Est-ce que vous pourriez expliquer à tout le monde les relations qui existeraient entre métropolisation et urbanisation, et puis en quoi aussi ça révèle une certaine forme de vulnérabilité, puisque ça c'est un facteur que vous avez mis en avant au début de la pandémie. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Agnès, c'est agréable de voir quelqu'un de démasqué ce soir, donc grâce à ta présence au Caire. Je crois que Agnès Deboulet vient d'insister sur quelque chose d'important, c'est-à-dire l'idée qu'il existerait depuis à peu près 1950, mettons, un processus continu, apparemment inarrêtable, d'urbanisation constante, à tel point que certains auteurs peuvent postuler l'idée de l'urbanisation généralisée de la planète. Voilà. Et de facto, ce processus s'est enclenché dans les années 50, et aujourd'hui, en 2020, il n'a pas eu de cesse. Et il concerne petit à petit l'intégralité des continents, avec un déplacement du centre de gravité de l'intensité de l'urbanisation. Ça a été l'Asie, par exemple, entre 1980 et aujourd'hui. On pense que ça va être plutôt l'Afrique, jusqu'en 2050. Mais même en Europe, où l'urbanisation est plus amortie, parce qu'elle est plus ancienne, on s'aperçoit qu'en réalité, elle continue.
Discrètement, elle change d'aspect, bien sûr. Ce n'est pas forcément l'urbanisation des espaces les plus centraux. Parfois, c'est l'urbanisation des espaces périurbains qui l'emporte. Mais on a vraiment l'impression d'un processus continu, inarrêtable, qui fait que statistiquement, nous savons qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population du globe, bien plus, 57%, vit dans des ensembles statistiques qu'on appelle villes, et qu'en 2050, ça sera pratiquement les 2/3, voire les 3/4 de la population, 6,5 milliards, 7 milliards d'habitants dans les ensembles qu'on appellera villes. Cette urbanisation en continu, elle a des effets considérables sur les espaces, sur les paysages, sur l'organisation politique des sociétés, sur la production économique, mais sur nous aussi en tant qu'individus, puisque par l'urbanisation, nous entrons aussi dans des modes de vie qui ne sont pas des modes de vie qu'on avait connus lorsque l'on n'était pas intensément et intégralement urbanisé. Alors à l'intérieur de ça, les spécialistes, et Agnès l'a bien signalé, il y a beaucoup de débats terminologiques aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais les spécialistes insistent sur le fait qu'à l'intérieur de ce processus, il y aurait depuis une trentaine d'années redoublement par un autre processus qui est celui de la métropolisation. C'est-à-dire en fait un processus qui, au sein de l'urbanisation, a tendance à privilégier les unités urbaines les plus importantes, les plus grosses et les plus, celles qui concentrent aussi le plus de fonctions supérieures. La métropolisation, c'est à la fois un fait, mais c'est devenu aussi une sorte d'imaginaire dominant de la mondialisation contemporaine, puisque tous les élus, tous les pouvoirs publics, tous les acteurs économiques ont voulu faire de leur ville une métropole. Il n'y a pratiquement pas d'élus en France qui ne veuillent pas faire de sa ville, même quand elle est toute petite, une métropole. Donc la métropolisation, ça renverrait aussi à une sorte de moment particulier dans cette histoire de l'urbanisation, où on cible plutôt les plus dynamiques de ces unités urbaines. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en anglais. En anglais, on parle de world cities, voire de global cities, donc de cités mondiales, de villes mondiales, de cités globales, comme si finalement l'objectif visé par ces pouvoirs publics qui développent des politiques de métropolisation, c'est d'en faire en sorte que leur ville ne soit plus locale, mais soit directement connectée au fonctionnement en réseau des grandes villes mondiales qui elles-mêmes sont dynamisées par ce processus de métropolisation qui lui-même procède de l'urbanisation généralisée du monde. Vous voyez, ça fait des effets d'emboîtement extrêmement complexes. Et au bout du compte, et Agnès l'a bien dit et je terminerai là-dessus, ce que cela produit, c'est un paysage mondial extrêmement complexe et extrêmement varié, où nous pouvons observer la mise en place de mégapoles en grand nombre. Il y a presque une cinquantaine de mégapoles de plus de 10 millions d'habitants aujourd'hui. Il y en avait moins d'une dizaine il y a une génération et demie, avec des agrégats complètement invraisemblables, plus de 20 millions au Caire. Mais songez qu'on pense, François Moriconi-Hébrard, un géographe travaillant sur une base de données qui s'appelle Géopolis, a proposé de considérer Shanghai comme la plus grande région urbaine mondiale avec presque 80 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est qu'une mégapole dont la population est supérieure à celle d'un État ? Vous voyez, c'est quelque chose d'inouï, enfin, de presque difficile à penser. Et Agnès pourrait le confirmer, c'est presque difficile à penser le Caire. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit tout de suite, c'est presque difficile à cadrer. On ne sait pas trop ce que c'est en fait. Ça défie presque l'entendement. Mais en plus, on voit apparaître des espaces urbanisés presque régionaux, voire interrégionaux, des grands espaces touchés par l'urbanisation avec des paysages très composites, des paysages très complexes qui associent des périphéries, des zones vides, des zones agricoles, des zones aéroportuaires, des infrastructures, des espaces productifs, de grands espaces résidentiels, des zones de loisirs, que sais-je, à des échelles qui sont parfois des échelles quasi nationales. Et par ailleurs, et il ne faut pas l'oublier, l'essentiel de la dynamique de l'urbanisation mondiale, au moment où je vous parle, se trouve dans les ensembles urbains de moins d'1 million d'habitants. C'est-à-dire que nous avons aussi une urbanisation qui concerne toutes les tailles de villes. Donc il ne faudrait pas croire que l'urbanisation, dans sa phase métropolitaine, ne concerne que les plus de 5 millions et les plus de 10 millions d'habitants. En réalité, ça concerne toutes les tailles de villes. Et c'est ça qu'on appelle l'urbanisation généralisée du monde. C'est ce moment où que l'on pose les yeux, on va observer l'urbanisation, en effet,
en effet, avec un S, et on va pouvoir essayer de comprendre les conséquences géographiques, sociales, économiques, politiques, culturelles de cette urbanisation qui paraît ne pas avoir de cesse et qui paraît ne pas laisser de côté le moindre espace. Alors, je reviendrai peut-être plus tard sur la vulnérabilité parce que j'ai déjà été trop long, mais je crois que c'est intéressant de poser ce cadre de compréhension globale du phénomène. Oui, alors ça pose évidemment clairement la question de la limite. Et là, je me tourne vers Anne Durand parce que je pense que... Alors, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, mais Anne remplace Thierry Pacaud au pied levé, qui a été empêché au dernier moment. Donc, c'est héroïque de sa part hein, de venir nous parler aussi de l'urbanisation. Et en fait, je pense qu'il y a une double question qui est liée à ce que vient de dire Michel Lusso sur la production de la ville, déjà, production matérielle et immatérielle, mais aussi sur le fait de faire ville. Alors là, je renvoie à quelqu'un comme Françoise Choët qui avait publié un article avec un contenu très paradoxal puisqu'elle parlait de l'urbanisation générale, mais qui annonçait la mort de la ville. Donc c'est une espèce de contradiction dans les termes qui, à mon avis, reste quand même très féconde. Et par rapport à cette question donc, de la production de la ville, à la fois économique, matérielle, j'aimerais qu'Anne Durand puisse nous donner son avis. Bonjour. Donc je remplace en effet Thierry Pacaud sans le remplacer, je ferai de mon mieux. Oui, je pense qu'ici on est tous intéressés à savoir finalement c'est quoi les fabriques de nos territoires, comment on va s'en sortir en effet si 75% de la population en 2050 sera urbaine, ce qui signifie 2 milliards, je crois, et demi de nouveaux citadins. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont un peu vertigineux. Et quand on écoute Agnès et Michel, en effet, sur les effets de métropolisation, on se dit, mais où va-t-on ? Sachant aussi, si je devais ajouter une donnée, c'est que les villes produisent 70% de CO2 et utilisent pourtant que 3% de la masse continentale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport qui est un peu démesuré. Donc, c'est vrai que le titre, c'est l'urbanisation jusqu'où. Donc, c'est vrai que ça, on a un peu la réponse. Mais c'est la question qui se pose peut-être, c'est comment on veut habiter aujourd'hui dans ces villes et dans ces territoires. Donc, on se dit, bon, ben là, c'est peut-être, en effet, il y a quelque chose qui est un peu démesuré dans ces tailles de métropole. Et du coup, moi, je suis très intéressée en fait par le rapport urbanisation, économie, écologie. Parce que si on bétonne et si on construit ces villes, c'est pas pour se faire plaisir, c'est évidemment pour loger, pour créer des services. Enfin, c'est toutes les fonctions de la ville qui sont là, mais il ne faut pas aussi oublier que, ça c'est quelque chose en tout cas dans les écoles d'architecture, qu'on a tendance et dans les écoles d'urbanisme aussi, un peu à oublier, c'est que l'acte de bâtir et des villes repose sur des valeurs marchandes. Et c'est OK, on loge, on construit des équipements, et c'est utile, et c'est important, et c'est la première chose nécessaire. Mais il y a une valeur, l'aménagement du territoire, comme disait Michel, en tout cas l'aménagement du territoire, cette drôle de terminologie, elle date des années 50, après la guerre, pour reconstruire nos territoires, notre ville. Et elle a été pensée comme une économie de production et de consommation, et aussi dans une logique de croissance. Donc c'est vrai que donc voilà, pour une grande partie des acteurs, faire ville, c'est aussi c'est pensé comme des opérations à équilibrer, parfois pour certains évidemment réaliser du profit. Et je pense que ça, c'est pas anodin dans nos manières de constater ces métropolisations, enfin cette constitution de ville. Donc je laisse le débat, mais ouvert, et Oui, ça pose la question de l'échelle d'action quand même, parce que, comme vous disiez qu'il y avait donc un aspect évidemment économique dans la production de la ville, ça pose aussi la question de l'échelle d'action à laquelle on se place. Et ça, c'est quelque chose qui rejaillit aux différents niveaux. Alors, Michel Lusso l'a évoqué tout à l'heure en disant que ce processus d'urbanisation, finalement, fonctionnait à toutes les échelles. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur la manière dont ça se manifeste à chaque échelle ? S'il n'y a pas quand même des seuils ou des changements
dans la production de la ville. Alors, je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. Agnès, peut-être? Ou Michel? Comme vous voulez. Alors, Oui. juste peut-être une manière de répondre à la question. Agnès, tu compléteras si tu le souhaites et reprendras ou contredira ce que je vais dire. C'est qu'il y a eu pendant longtemps une réflexion qui a été, par exemple, bien mise en exergue par un auteur qui a eu son heure de célébrité, Paul Béroc, un économiste spécialiste de l'histoire des villes, dans un livre célèbre qui s'appelle « De Jéricho à Mexico, ville et urbanisation dans l'histoire ». Un très gros livre, très intéressant, dans lequel Béroc se faisait l'écho d'une réflexion intéressante qui consistait à se poser la question suivante. Y a-t-il une taille optimale des villes? Existe-t-il une taille optimale des villes? C'est-à-dire une taille en deçà de laquelle le système urbain ne fonctionnait pas bien, le système urbain local ne fonctionnait pas bien, mais au-delà de laquelle le système urbain ne fonctionnait pas bien. Donc une sorte de Graal, si vous voulez, pour les aménageurs et les urbanistes, et peut-être les économistes, parce que tu as raison de rappeler que la ville, c'est une machine productive, hein, une machine à produire de la rente économique. Et d'ailleurs que la première machine à l'intérieur de cette machine à produire de la rente, il ne faut pas l'oublier, c'est très simple, c'est très élémentaire. C'est la production de mètres carrés, c'est l'immobilier. Hein. Donc, il ne faut jamais oublier cette dimension de l'économie urbaine. Hein. Quand on vous parle haute technologie, concentration des activités de rupture, biotech, etc. OK, tout ça, c'est bel et bon. Mais le fondement de la puissance économique des villes, où qu'elles soient et quelque taille qu'elles aient, c'est la production de mètres carrés. Voilà. Donc, Oui, y a-t-il une taille optimale? Et Béroc passait en revue les hypothèses. Alors, je vous la fais courte, ce qui n'est pas ma qualité première, mais en gros, la question, c'est de savoir, est-ce que ça ne serait pas 500 000 habitants? Voilà. La bonne taille, en dessous de laquelle, c'est pas génial, il manque des choses, et au-dessus de laquelle, ça devient tellement le bazar que finalement, ça crée des externalités négatives. Alors, c'est une idée intéressante, mais qui, à mon avis, est complètement fausse en réalité. Je pense qu'il n'y a pas de taille optimale des villes. Alors, c'est peut-être là où Agnès pourrait reprendre la discussion à partir du cas Cairot. Non pas que je pense que le Caire soit un optimum urbain, parce que je pense qu'il n'existe pas d'optimum urbain. C'est une sorte de quête insensée de quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Parce qu'en réalité, la question de la taille est sans doute à chaque fois relative au contexte social, culturel, économique, géopolitique de ce que l'on observe. 20 millions d'habitants, c'est peut-être ingouvernable ici, et très bien gouverné ailleurs, et trop gouverné même ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de regarder dans chaque situation urbaine quelle est la taille consistante plus que la taille optimale. C'est-à-dire à partir de quel moment on a l'impression que ça décroche en raison même des contextes socio-économiques et politiques locaux. Ce n'est pas la même chose en France et en Suisse, par exemple. Ce n'est pas la même chose en France et en Allemagne. Ce n'est pas la même chose en Égypte et au Nigeria. Ce n'est pas la même chose en Égypte et en Chine. Donc c'est plus ça, moi, qui m'intéresse. Oui, alors, pour mémoire, c'est la faute à Aristote, hein, puisque c'est dans la politique que, pour la première fois, a priori, dans la culture qu'on connaît, on se pose la question de la taille effectivement idéale de la ville, qu'il situe aux alentours de 30 000 habitants, hein, d'ailleurs. Donc, effectivement, on en vient à des critères éminemment qualitatifs. Alors, Agnès, vous aviez évoqué, en fait, dans ce que j'avais reçu de vous pour préparer cette table ronde, l'idée que la ville n'a pas toujours été urbanisée. Alors ça, c'est quand même, vous dites pour les sociologues. Et ça, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, parce que c'est quand même aussi une proposition un peu paradoxale de dire que la ville n'a pas été toujours urbanisée. Et vous y ajoutez quand même une nuance en disant que ça se fonde aussi sur l'interconnaissance, qui peut ou pas être présente. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, par rapport à ce qui vient d'être dit? On ne vous entend pas? Non, on ne vous entend pas. Voilà. Écoutez, j'ai un peu de mal à répondre à la précédente question sur les échelles et sur la taille optimale de la ville, parce qu'on est finalement, en tout cas dans les mégapoles métropolisées par définition, on est vraiment sur des expériences assez récentes
et qui rendent toute tentative de normalisation un peu vaine. Ce qu'on sait, et ce qui pose question en tout cas, c'est que ce n'est pas tant la taille de la ville aujourd'hui que sa croissance annuelle qui pose question. C'est-à-dire que comment vous pouvez accommoder une population une croissance urbaine de 2,5 à 3% par an. Et ça, c'est un vrai défi. C'est-à-dire dans des villes qui sont la majorité des villes du monde maintenant, qui n'ont pas les infrastructures nécessaires, qui n'ont pas nécessairement le dos assez solide d'un point de vue financier et économique pour accueillir dignement, enfin je veux dire avec dignité, tous ces nouveaux habitants. Sachant que ces nouveaux habitants sont souvent eux-mêmes des urbains, c'est-à-dire des enfants urbains, c'est pas du tout que des migrants, ça c'est une idée assez fausse. Donc voilà. Alors ceci dit, la ville non urbanisée, oui, c'est vrai que quelque part ça rejoint les travaux aussi, certains travaux de Michel Buisson, mais moi je me réfère beaucoup à un auteur, un sociologue qui est un peu méconnu en France, qui est Jean Rémy, et notamment les travaux aussi de Jean Rémy avec Liliane Boyer, qui sont des sociologues belges. Alors peut-être que le fait d'avoir travaillé en Belgique, qui est un territoire petit, très fortement contraint et avec de fortes mobilités et une assez forte densité urbaine, oriente aussi leur façon d'avoir travaillé. Bon. Oui, et effectivement, Jean Rémy avait fait une typologie des villes des villes et des villages suivant leur niveau d'urbanisation. C'est-à-dire que l'urbanisation, pour eux ou pour lui, c'était le fait que les relations sociales entre les individus ne soient pas faites d'interconnaissance, ne soient pas que basées sur l'interconnaissance et qu'elles ne soient pas du tout basées sur le contrôle social. À l'inverse, on peut bien voir qu'on a des villes non urbanisées dans le sens où ces villes ou ces quartiers sont régis par un très fort contrôle social. C'est le cas de certains ghettos. Quand on parle de ghettos, alors je ne pourrais pas en parler évidemment dans le cas français, bon, voilà, mais en parler dans le cas nord-américain ou faire référence bon, je pense à une thèse récente très intéressante ou à d'autres travaux sur le Mzab, qui est une région de l'Algérie dans lequel, effectivement, par tradition aussi religieuse, etc., on a des villes dans lesquelles on maintient un difficile ancrage de l'étranger à la ville, et par conséquent, ce sont encore en partie des villes non urbanisées, en ce qu'elles sont basées sur un fonctionnement par interconnaissance qui est relié à un certain nombre de rituels religieux collectifs, des traditions de travail collectif, par exemple, qui renforcent ce sentiment de communauté. Donc il y a derrière l'idée de ville plus ou moins urbanisée, il y a aussi l'idée de qu'est-ce qui fait communauté ou pas. Et donc c'est bien la question, et là je pense que Michel Buisson évidemment pourra reparler, de l'hétérogénéité de la ville urbanisée. C'est aussi la ville hétérogène, ouverte à l'hétérogénéité. C'est une ville éventuellement d'accueil aussi. Voilà. Oui, donc ça peut aussi être relié à ce que Walter Benjamin écrivait sur la grande ville, comme étant aussi facteur d'anonymat ou du fait qu'on puisse avoir un chemin de liberté qui serait indépendant en fait des sociabilités anciennes. C'est bien ça? Absolument, oui. Les travaux de Georges Simmel sur la grande ville, Berlin, au début du XXe siècle, par exemple, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Ce qui explique aussi que... Oui, allez-y. Ce qui explique ce qui explique aussi que les métropoles, que les grandes villes, là pour le coup, qu'elles soient métropoles, mégapoles, etc., sont aussi des lieux d'accueil des minorités religieuses, ethniques, sexuelles, qu'il y ait un ratio homme-femme qui soit très, très largement féminin, parce que ce sont des lieux aussi de moindre contrôle social, de relâchement du contrôle social. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout dans le monde, en fait, de façon très intéressante. Il y a eu des travaux très intéressants là-dessus, par exemple au Maroc, etc. Donc oui, alors, mais il n'empêche que la question qui reste et qui préoccupe à l'échelle mondiale, c'est celle du contrôle de l'étalement urbain. Alors, et savoir dans quel terme on pose cette question hors de l'Europe ou hors des pays riches disposant de nombreux instruments de planification urbaine et de moyens de contrôle qui en dépendent.
Et puis, l'autre question, c'est qu'est-ce qui fait l'essence ou la qualité même de la citadinité, du fait d'être citadin lorsqu'on est habitant d'une entité urbaine, labile, qui change à vue d'œil. Tous les collègues, par exemple, Kérot, des collègues ou amis, etc., qui voyagent un peu, qui reviennent, même égyptiens, disent voilà, la ville d'une année sur l'autre, on ne la reconnaît plus. Il y a des quartiers entiers nouveaux, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est vrai aussi de Bombay, c'est vrai d'une centaine de très grandes villes indiennes, puisque le gros de l'urbanisation massive se déroule aujourd'hui en Asie. Donc voilà, ça pose des questions totalement nouvelles, finalement, sur lesquelles il y a encore peu de travaux et peu de capacité de réponse. Alors, sur cette affaire de mutabilité et d'alternative, je pense qu'Anne Durand, vous vouliez intervenir. Par ce qui s'est dit. Oui, oui, je peux poursuivre sur cette idée de mutabilité. Vrai, mais c'est vrai qu'avant, c'est donner mon avis sur la question des échelles de villes. Je pense que je suis du même avis. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne taille de ville. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu quelque chose, c'est comme la densité, c'est un peu une expérience subjective. C'est-à-dire que je pensais, moi, à Tokyo où je suis allée et j'ai jamais... alors, si on n'a pas la nécessité, enfin, la plus grande mégalopole, donc de 37 millions d'habitants, si on n'a pas la nécessité de se déplacer et de traverser la ville tous les jours pour aller travailler, ça peut être une ville très agréable. Et moi, j'ai jamais autant ressenti le silence que dans cette ville. Parce que derrière les grands immeubles qui sont sur les avenues, derrière, il y a des tout petits quartiers qui sont très silencieux. Donc, et puis, je pourrais donner à l'inverse une ville de 10 000 habitants comme Flers ou Périgueux de 30 000 qui sont très agréables parce qu'il y a la proximité aussi de la nature et qu'il y a tous les services qui sont nécessaires. Donc c'est vrai que la taille de la ville, je pense c'est quand même une question très, très subjective. Mais réflexion, donc ce que vous me posez comme question, c'est l'alternative finalement à... l'alternative à ces grandes métropoles, si on avait la réponse, ça c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que je m'interroge. Moi, si j'ai fait une thèse et un ouvrage sur la mutabilité urbaine, c'est justement par rapport à la planification, qu'est-ce qui pourrait se poser comme alternative pour fabriquer la ville. Donc Le Caire, je pense que c'est un très bon exemple d'une ville un peu informelle qui s'étend. Donc il y a peut-être quelque chose à prendre de cette notion-là. Donc je remplace Thierry Pacaud sans le remplacer, mais il y a un ouvrage, je l'ai déjà dit, mais c'est un ouvrage où il y a une conclusion, donc Mesures et démesures des villes, qui est sorti en mars, je fais sa publicité, en mars 2020, mais où justement la question c'est, donc il publie une longue étude sur la croissance et la décroissance des villes, mais aussi la recherche de la bonne taille. Et en fait, je partage totalement sa conclusion qui est se dire, mais finalement, si je le cite, c'est « Je crois que le devenir urbain du monde et des humains passe par des biorégions urbaines ». Alors, je pense que c'est quelque chose que vous entendez peut-être de plus en plus, la question des biorégions urbaines ou des biorégions de court. Je partage assez l'idée que c'est l'avenir. En fait, c'est quoi une biorégion? C'est finalement se dire... c'est un territoire qui s'est constitué par rapport à sa géographie, qu'on réfléchit par rapport à sa géographie, par rapport au savoir-faire des citoyens, par rapport à son paysage, à ses ressources naturelles. Et donc, quand j'entends métropolisation, et c'est vrai que ce grand continuum urbain qui ne cesse et qui avale toutes les terres fertiles, toutes les terres agricoles, et donc c'est de plus en plus compliqué de s'approvisionner, il faut aller de plus en plus loin. Moi, je me dis que cette question de biorégion est vraiment à creuser et se dire comment on arrive à créer des territoires qui donc fédèrent à la fois des petites villes et en même temps des territoires agricoles. Et donc la mutabilité urbaine, je n'ai pas oublié la question, ça peut être des outils pour justement fabriquer ces villes. C'est-à-dire qu'on connaît tous en France, je reviens en France, ces villes qui sont en déclin, qui sont abandonnées, et à côté de ça, on fait des lotissements et on construit sur les terres agricoles. Et c'est pas que des lotissements, c'est aussi parfois des lycées, Donc il y a quand même un souci par rapport je reviens à cette bétonisation.
Donc, se dire que la mutabilité, là-dedans, qu'est-ce que ça pourrait être? Tout simplement transformer ces lieux, enfin c'est souvent ce patrimoine qui se vide parce qu'il ne répond pas aux manières au mode d'habiter aujourd'hui, c'est des logements trop petits, il n'y a pas d'espace extérieur. Mais en tous les cas, se dire là déjà, on partirait de ces petites villes et de ces centres-villes abandonnés pour les réhabiliter et les adapter à ce qui est nécessaire, et bien ça fait partie d'un outil de la mutabilité. Parce que dans la mutabilité, je ne vais pas vous faire un cours, mais je définis 3 conditions. Et accueillir le changement et accepter l'incertitude, c'est 2 choses qui sont très importantes, et je crois qu'on est en plein dedans. C'est se dire qu'il faut expérimenter. Accepter l'incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va, mais on va continuer à faire parce que l'incertitude, ça devient un élément structurant, un élément moteur. Et donc, par rapport à la question de la métropolisation, ça peut être, comment dire, enfin plutôt la question des biorégions, excusez-moi, c'est de se dire, on a des petites villes, et bien comment on peut les relier entre elles par leur savoir, leur identité, chacune leur identité, comment on les fait revivre et comment on crée un réseau pour éviter le continuum urbain et au contraire avoir un équilibre, parce que c'est ce que tout le monde recherche et c'est ce qu'on a pu voir aussi avec ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que tout le monde recherche à respirer et un bout de l'air, quoi, de l'air. Oui, alors, cette question de l'équilibre, elle est très intéressante. Et puis, si on se base sur le cas français, l'injonction forte que vous avez rappelée tout à l'heure, Michel Lusseau, c'était la métropolisation, sinon la mort ou rien. Et là, avec le Covid, on redécouvre quand même tout le réseau des petites villes et des villes moyennes qui, finalement, peuvent avoir une résistance peut-être supérieure, dans certains cas, à ce genre d'événement. En tout cas, il y a d'autres injonctions qui restent très fortes. C'est celle de la densification. Mais alors, c'est pareil, c'est un critère qui apparaît comme exclusivement quantitatif, finalement. Et puis, la lutte contre l'artificialisation. Alors là, on est au cœur des politiques françaises, mais je pense qu'on peut faire des comparaisons avec d'autres parties du monde. Alors, je pense que vous pourriez intervenir sur cette thématique. Alors, ce qui est compliqué dans le moment actuel, c'est que dans une certaine mesure, on croit pouvoir savoir où on va, puisque la tendance de l'urbanisation ne semble pas se démentir à l'échelle mondiale. Il peut y avoir quelques contre-exemples, mais à l'échelle mondiale, ça ne semble pas se démentir. Et moi, c'est l'échelle mondiale qui m'intéresse, puisqu'il me semble que ce que nous avons abordé, c'est la question urbaine à cette échelle globale, et pas simplement dans un de ces aspects régionaux ou nationaux. Donc, on a l'impression qu'on sait vers quoi on va, c'est-à-dire une urbanisation qui continue, et dans le même temps, on ne sait pas où on va, ou on ne sait pas comment on va y aller, plus exactement. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer et tellement de dimensions à intégrer qu'en réalité, on est extrêmement embarrassé. Agnès de Boulet le disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que d'affronter une mégapole qui, chaque année, rajoute 500 000 habitants à un nombre déjà extrêmement important. Mais en réalité, on ne sait pas. Nous sommes confrontés à une ampleur des phénomènes d'urbanisation que nous n'avons jamais connue historiquement. C'est-à-dire c'est totalement déconcertant. Moi, je pense en réalité qu'aucun outil politique, technologique, aucune ingénierie en magasin, sur étagère, n'est capable d'affronter ce que cette urbanisation-là, avec cette puissance, nous offre d'observer et ce à quoi elle nous confronte. C'est impossible. Donc nous sommes dans une situation où on a toujours l'impression qu'on court après, en quelque sorte, un processus, sauf des cas très particuliers où cet arraisonnement a eu lieu, mais à quel coût? Là, on peut observer, par exemple, la comparaison Inde-Chine. C'est intéressant d'observer en comparaison l'Inde et la Chine, parce que la Chine, la croissance urbaine a été extrêmement contrôlée et arraisonnée. Mais à quel coût? Je rappelle en particulier qu'il y a un coût politique très lourd. Très, très lourd. Donc, et à chaque fois qu'on aborde une question, on va retomber devant à la fois la certitude que nous allons dans une direction et l'incertitude totale par rapport à ce qu'il faut faire. Alors, par exemple, la densité.
Tout le monde dit qu'il faut densifier pour éviter l'artificialisation des sols. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cas par cas, dans des espaces urbains qui sont parfois déjà extrêmement denses, où la densité est très mal vécue, ou voire la densité est productrice d'inégalités et d'injustices. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, est-ce que finalement, un peu comme la taille optimale des villes, plutôt que de dire il y a un quantum de densité idéale qu'il faudrait respecter, un critère de densification qu'il faudrait toujours mettre en avant, ne faut-il pas plutôt regarder empiriquement, situation par situation, et essayer de comprendre les articulations qu'on peut essayer de produire entre espaces bâtis et espaces ouverts, en fonction aussi des contextes locaux, des types de groupes sociaux qu'on a à accueillir, des types de contraintes économiques et politiques qu'il faut affronter. Et je crois que ce qui est certain, c'est qu'au moment où nous sommes, nous devons essayer de repenser l'intégralité du lexique de l'urbanisme et des ingénieries urbaines. D'ailleurs, Thierry Pacaud, qui n'est pas là, mais on va faire hommage à ceux qui ne sont pas là, en vous remerciant d'être là, vous. Hein. Thierry Pacaud, qui n'est pas là, va même jusqu'à proposer de renoncer au mot urbanisme. En disant finalement l'urbanisme, c'est un corpus de savoir et de connaissances qui date du 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation qui est sans commune mesure, moi c'est comme ça que j'entends la question de la mesure, parce que comme je ne pense pas qu'il y ait de taille optimale, je m'en fous un peu de la mesure, mais on peut dire que l'urbanisation est sans commune mesure avec ce qu'on avait eu l'habitude d'aborder. Et il faut donc renoncer à l'urbanisme. Dernier petit exemple, regardez à quel point nous sommes, avec cette pandémie, confrontés à quelque chose que nous n'étions absolument pas préparés à accepter collectivement, à savoir que nous sommes confrontés à un processus d'urbanisation d'une puissance inouïe, qui met en place des métropoles et des mégapoles d'une puissance inouïe, puissance économique, puissance culturelle, puissance politique, puissance technologique, et qu'il a fallu d'un tout petit virus de rien pour arrêter tout en quelques semaines, ce qu'aucun révolutionnaire n'a réussi à faire. Là, je comprends qu'on soit vénère hein, quand on est révolutionnaire, quand on voit la performance du virus. Hein. Il a fallu quelques semaines pour que tout s'arrête. Et qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, ça nous montre à quel point cette puissance est fragile. Ça nous montre à quel point, en réalité, ces grands ensembles interconnectés, interreliés, interdépendants, faits de mouvements, de mobilité, d'échanges, ces grands ensembles, en quelque sorte, déterritorialisés dans une certaine mesure. C'est ça aussi l'appel aux biorégions, c'est l'appel à une reterritorialisation des ensembles urbains, hein, pour que les ensembles urbains ne flottent plus en l'air. À quel point ces grands ensembles sont aussi extrêmement fragiles. Donc nous avons aussi à gérer politiquement cette question de la tension entre la puissance et la vulnérabilité. Parce que la puissance, ça apporte aussi des choses. Agnès, tu l'as dit tout à l'heure, ça apporte par exemple des choses dans l'ordre de l'accès d'un certain nombre de populations à des biens et des services. N'oublions jamais une chose, et ça on le sait depuis la Hanse en Europe, l'aire de la ville rend assez souvent plus libre que l'aire de ce qui n'est pas la ville. Donc la ville, c'est aussi un instrument d'émancipation. Et ça, on ne peut pas le passer par pertes et profits. Par exemple, dès qu'il y a urbanisation, on s'aperçoit que le taux de naissance par femme diminue parce que les femmes sont plus en mesure de contrôler leur vie et de contrôler leur corps. Donc, l'émancipation urbaine, ce n'est pas quelque chose à laquelle moi, en tout cas, j'envisage de renoncer facilement. Mais il y a aussi, dans le même mouvement, des effets tout à fait détestables en termes d'injustice, en termes d'aliénation, en termes de contrôle, en termes de dégradation environnementale, en termes de multiplication des tensions ethniques, raciales à l'intérieur d'un certain nombre d'espaces urbains. Donc il faut apprendre à combiner les contraires. Puissance, vulnérabilité, émancipation, injustice, production économique, dégradation environnementale. Voilà, la politique urbaine de demain, parce que l'urbanisation est sans commune mesure avec ce que nous avons connu, c'est la politique qui sera capable de faire dialoguer ces contradictions. Alors, précisément par rapport à ces différents éléments, on a parlé d'aliénation et on a parlé de liberté. Quand on aborde les très très grandes villes, ça sort du cadre d'une certaine manière. Ça, c'est le côté des mesures, alors tel qu'évoqué par Thierry Pacaud. Mais je dirais à l'autre extrémité du spectre, il y a aussi le quartier, qui est, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, on évoquait Tokyo tout à l'heure, on peut vivre dans une très très grande ville
et ne pas forcément en avoir l'impression. C'est uniquement quand on passe par des biais abstraits, statistiques et autres, qu'on prend conscience effectivement de la taille de la ville dans laquelle on vit. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, est-ce que, comme on peut parler de biorégion, on pourrait parler de bioquartier, ou en tout cas d'unité de vie qui pourrait effectivement faire sens? C'est une question que j'adresse à tous les trois. Je ne sais pas si Anne ou Agnès, par exemple. Il y a Anne qui hausse les sourcils. Pardon, Agnès qui hausse les sourcils. Comme vous voulez. Moi, je peux voilà. éventuellement dire une chose un peu en décalage. Anne ne prend pas la parole. Bon, c'est extrêmement difficile à dire, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut remettre ça aussi dans le contexte des moteurs de l'urbanisation dont on a peu parlé jusqu'à présent, parce qu'évidemment, tout ça, ça demanderait plusieurs heures, une journée, des journées entières. Pourquoi y a-t-il cette urbanisation sans fin et donc ce phénomène de métropolisation? Eh bien, c'est précisément des moteurs avant tout économiques, hein, puisque déjà Cynthia Godin, dans les années 90, je crois, parlait de métropolisation comme reflet d'un phénomène de globalisation, alors bon, à différentes échelles, etc. Mais donc quelque chose de toute façon qui échappe à l'individu en tant qu'habitant ou en tant que résident, qui n'échappe pas à l'individu en tant que puissance économique ou acteur économique, mais pas nécessairement. Donc il y a cette déconnexion entre ces moteurs de l'urbanisation et notamment dans les métropoles. Le moteur de la métropolisation, ou les moteurs, c'est quand même pas oublier que c'est, Michel Lusseau l'a souligné, c'est la quête de plus-value foncière, de plus-value faite sur le sol, sur l'accumulation de sol et sur sa revente, donc à des classes sociales qui sont en quête de nouveaux marchés, etc. Donc c'est la quête de nouveaux marchés fonciers qui est le moteur de l'urbanisation et surtout de la métropolisation, c'est-à-dire l'urbanisation en tâche de léopard, hein, donc non continue. Et puis deuxièmement, c'est aussi la mobilité généralisée et le fait que, bon, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais qu'on puisse se déplacer très vite et quitter la ville continue. Bon, donc la mobilité généralisée et notamment la mobilité ou l'automobilité, etc., comme l'avait décrit Gabriel Dupuis déjà aussi dans les années 2000, ainsi que la quête de la rente foncière rendent finalement cette unité de vie tout à fait secondaire par rapport au moteur de transformation de la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas là l'habitant, le citoyen, le citadin qui va être moteur. Oui, ce sont des puissances économiques qui sont corrélées aussi à cette construction d'infrastructures. Par exemple, au Caire, le grand débat en ce moment, mais on le retrouve dans beaucoup de villes, on l'a retrouvé d'une certaine façon aussi en Île-de-France. Quand on a Europacity, qu'est-ce que c'est d'autre que cette déconnexion entre cette quête de plus-value foncière et voilà, et cette résistance, là en l'occurrence de fermiers, mais aussi d'experts, militants. Bon. Au Caire, on a, dans toute l'Égypte, un programme de 1000 constructions de 1000 ponts. Qu'est-ce que c'est que ces grosses infrastructures? Il y en a plein. La ville est parsemée d'autoponts qui sont en construction. Certains sont en train de raser des quartiers entiers, dont une partie des cimetières mamelouks. Et ce qui se passe, c'est que ça s'explique par la nécessité de rejoindre les nouvelles zones urbanisées et planifiées par des systèmes de partenariat public-privé, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'État, c'est vraiment la financiarisation de la ville qui est en train de se faire par le truchement de l'action de l'État aussi. C'est l'État comme facilitateur de ces nouvelles urbanisations. Et pour ça, on a besoin de grosses infrastructures pour permettre encore plus aux gens de se développer vite et loin. Quand je dis aux gens, c'est à ceux qui sont dotés d'une automobile, et c'est largement pas la majorité. Mais c'est ceux-là qui font la ville. En fait, c'est pour cela qu'on fait la ville. Voilà. Et donc, on a connu ça, enfin, et d'une certaine façon, on connaît encore, quand on réfléchit bien en France aussi, à d'autres échelles, avec peut-être façon plus nuancée, etc., plus contestée, parce que on a... Voilà. Mais bon, donc je voulais dire que le quartier, malheureusement, quand on a des formes de démocratie avancée, et notamment de démocratie urbaine avancée, et notamment à l'échelon local, c'est secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui fait la transformation de la ville.
Il nous reste quelques minutes encore. Par rapport à... Là, on touche aux politiques, qui est évidemment essentiel dans cette affaire, mais ça pose aussi la question des alternatives. J'aimerais bien que Anne vous exprimiez là-dessus, parce que je pense que vous auriez des choses intéressantes à nous apporter. Enfin, moi, là, toutes ces... Ah, vous m'entendez non, mais tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça m'évoque que, enfin voilà, on sait qu'on est à la fin d'une course et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Et en effet, la financiarisation, elle prend trop le dessus. Et on voit bien qu'on n'a pas envie d'habiter comme ça. Je m'interroge même pourquoi, et je pense que c'est lié à des questions de ressources naturelles et des questions climatiques, pourquoi les gens du Caire, enfin pas du Caire justement, les Égyptiens qui viennent de loin viennent au Caire. C'est parce que c'est encore, peut-être, est-ce que c'est le seul endroit où il y a du travail, il y a une économie qui fonctionne et c'est le rêve de la modernité? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce que ailleurs ça ne fonctionne pas du tout? Enfin, il n'y a plus d'eau, on n'a plus de terre, enfin, on ne réussit plus à vivre. Ce que je veux dire, c'est que cette question d'urbanisation galopante, on sait qu'on en est arrivé aux limites, et donc je pense qu'il y a vraiment l'alternative, c'est être dans une économie de moyens et de se dire, pourquoi courir après quoi? Donc, si on réussissait à créer des territoires où on réussisse à vivre d'une économie plus locale, eh bien, c'est peut-être une utopie, mais cette question des biorégions ou des bioquartiers, ça pose la question, en effet, politique de la gouvernance. C'est-à-dire que peut-être quelque chose, une mégalopole de 37 millions ou 80 millions d'habitants, c'est complètement fou et on ne sait plus qui on est. Et donc, on perd son essence. Et si je devais terminer par donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retrouver avec l'individu et la relation. D'ailleurs, Magnaghi, quand il parle des régions, il le désigne, des biorégions, il désigne comme un ensemble de relations. Et en fait, c'est quand même notre essence, c'est de vivre avec l'autre et d'être dans l'échange et aussi avec son territoire. Donc, oui, je voulais citer Raoul Van Ingem, qui est écrivain belge, et qui dit que finalement, qu'il faut arrêter de privilégier le progrès de l'avoir, mais de l'être. Il dit l'être n'a pas sa place dans la bulle de l'avoir. Et je trouve que c'est une très belle phrase. Donc chaque fois, c'est avec un E majuscule et un A majuscule. Et se dire après quoi on court. Et si on était comme, vivre de manière plus sobre et ne pas avoir besoin d'aller aux quatre coins du monde en permanence pourquoi peut-être on reviendrait à on réussirait à trouver une planète qui puisse accueillir tout le monde et de manière acceptable. Écoutez, merci. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette table ronde. Donc, il nous reste à remercier les auditeurs et à remercier les invités d'avoir pu participer. Merci beaucoup.